Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Aujourd'hui, nous sommes avec Benjamin de Cazenave, Head of Marketing en Startup B2B. Salut Benjamin, tu vas bien? Salut Moni, je vais très bien, merci et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre sur cet épisode. Du coup, je vais te laisser te présenter. Ça marche, merci à toi dans un premier temps pour l'invitation. Donc comme tu le disais, moi je suis Benjamin, ça fait une dizaine d'années que je gravite maintenant dans l'écosystème startup en marketcom et plus particulièrement sur des projets marketplace ou des projets de SaaS B2B. Je sais pas si ça fait partie des choses que tu veux savoir sur ton interlocuteur, sa vision et sa pratique dans le métier peut-être? Mhm. Alors, Allons-y. côté vision, moi, je vais envisager mes actions marketing sur l'intégralité du life cycle d'un client. Donc, je t'apprends rien, j'apprends rien à personne, hein, mais que ce soit l'évangélisation, l'acquisition, la transfo ou la rétention, je vais intervenir sur ces quatre sujets-là. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que j'ai une vision qui va être très 360 sur les sujets marketing et que je sais m'attarder sur le bon levier en fonction des besoins du moment de la vie de l'entreprise. Donc, on sait qu'il y a des moments où on va avoir des besoins plus forts en termes d'acquisition. Quand on va envoyer du lourd sur l'acquisition, si derrière on a de la friction au niveau de la transformation, c'est là où il va falloir qu'on mette vraiment le gros de son investissement pour pouvoir aider à transformer. Côté pratique, ça va se traduire par cette capacité que je vais avoir à être pertinent sur des sujets de nature différente. Donc que ce soit de la stack marketing, où on va avoir des enjeux plus techniques, du pilotage de projets d'acquisition, où là on va être très, je veux dire, statistique, à regarder vraiment la performance des campagnes, sur des sujets transfo, où je vais pouvoir mettre en place des scénarios d'automation ou de nurturing, des stratégies de com, enfin bon bref, les sujets sur lesquels j'interviens sont assez pluriels et je vais pas dire j'ai une expertise sur chacun de ces sujets, en tout cas j'ai une très très bonne connaissance. Euh, Si on revient d'ailleurs sur cette notion d'expertise, finalement quand on repense 2 petites secondes le rôle et le positionnement que doit avoir un head-off ou un CMO au sein d'une entreprise en fonction de son stade de développement, finalement c'est ça, savoir déléguer, recruter les bons experts dans son équipe, leur faire confiance, parce que généralement, les 3 quarts du temps, ils gèrent beaucoup mieux que le head-off ou le CMO. Reste qu'il va falloir être en mesure de les challenger. Je te donne un petit exemple tout bête qui, je pense, pourra te parler, mais si au moment où tu fais des reviews de créa Facebook Ads avec ton traffic manager, comment tu vas pouvoir le challenger si tu sais pas ce que c'est qu'un scroll stopper, par exemple? De la même Mhm. manière, sur la gestion des budgets ads, comment tu vas pouvoir le challenger si tu connais pas la différence entre CBO et ABO? Donc, en gros, finalement, le CMO, il doit avoir des compétences très transverses, un certain niveau d'expertise sur chacune des verticales, pas pour pouvoir exécuter, mais simplement pour pouvoir challenger ses équipes. Ouais, merci l'explication, Benjamin. Du coup, quand on a discuté une première fois, tu m'avais parlé de comment on faisait une bonne prise de poste en tant que directeur marketing. Et j'ai vu que tu avais vraiment des super insights. Donc je me disais, ce serait cool que tu partages ça auprès de l'audience aujourd'hui. Bien, bah écoute, avec plaisir. Ouais, finalement, cet axe que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, c'est pas forcément celui sur lequel je pense on attendrait un expert sur tes podcasts, mais force a été de constater que j'ai vu aucune source à aucun moment qui expliquait à un opérationnel en marketing comment il allait pouvoir faire cette transition entre une connaissance très parfaite qu'il a de son métier d'opérationnel et gérer ce switch correctement quand il va passer en tant que manager. Finalement, c'est toujours du marketing qu'il va faire. Mais au final, les sujets qu'il va aborder vont pas être les mêmes. Donc au final, je me dis, voilà, si mon témoignage peut aider une partie de ton audience à ne pas apprendre sur le tas, à ne pas commettre des erreurs qui sont toutes bêtes, si je peux leur faire gagner du temps, écoute, je pense que j'aurais rempli ma mission aujourd'hui. Bah ouais, carrément. Écoute, allons-y, hein. Allez, Rentrons sur le cœur du sujet. c'est parti. J'ai fait huit points sur lesquels j'aimerais m'attarder. Alors, on pourra revenir sur le classement que j'en ai fait ou l'exhaustivité des conseils que je vais apporter. En tout cas, je pense que si moi, on me les avait donnés au moment de ma prise de poste, j'aurais quand même gagné énormément de temps. Et je vais Hmm. commencer sans plus attendre par la première au nom assez évocateur qui est ton ancien toi et ton pire ennemi. Alors, dit comme ça, et je suis ravi que ça te fasse sourire parce que ça peut sonner comme une phrase inspirationnelle trouvée sur Topito. Mais je vais pouvoir développer l'idée. Dans mon précédent poste où j'étais opérationnel, je maîtrisais vraiment sur le bout des doigts l'intégralité des choses que j'avais à faire. J'étais en odeur de sainteté auprès de la direction, mes livrables étaient hyper satisfaisants. Donc quand j'ai switché sur un poste de direction, je me suis dit, écoute, si ça a marché avant, répliquons, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Sauf que Ouais. je pense que tu vois venir l'erreur. C'est que ce qui marchait jusqu'ici sur un poste opérationnel, c'est pas du tout ce qui marche dans un poste de direction. Et c'est pas là que va venir t'attendre le CEO de ta boîte, quoi. Écrire des cycles de mail, setuper un outil d'automation, poser un plan de marquage, briefer l'ADA pour décrire tous ces sujets qui, moi, me paraissaient essentiels au succès du service, surtout en phase de lancement, je les ai pris en charge. Forcément, en prenant en charge tous ces sujets-là, bah, ça s'est fait au détriment d'autres sujets de fond. Et c'est en ce sens que pour un jeune CMO, le pire ennemi auquel il sera confronté, finalement, sera lui-même et les réflexes qu'il a cumulés au cours de sa carrière. Donc, une fois qu'on a fait ce petit état des lieux que moi je retire de mon expérience, je pense être en mesure de donner un petit conseil à ton audience. Celui-ci, ce Mhm. sera, en tant que CMO, il faut vraiment pas que tu vois ta prise de poste comme le prolongement de ton expérience opérationnelle, mais bien comme un nouveau métier avec des nouvelles tâches. Et là où tu vas être ton pire ennemi, c'est que tu vas être tenté très très fortement de vouloir intervenir sur des sujets opérationnels. Pourquoi? Parce que tu les maîtrises. Sauf qu'on Ouais. t'attend pas là, mon gars. Donc au final, d'une certaine manière, tu te tires une balle dans le pied. Et Marocco, ce serait plutôt de t'entourer de personnes qui ont fait ce gap, donc ce passage d'opérationnel à dirigeant entre guillemets, et d'accepter et d'accueillir leur aide au travers de leur retour d'expérience. Donc première erreur, vraiment, méfie-toi de tout ce que tu as accumulé avant. C'est un très bon bagage, mais c'est pas celui-ci qu'il va falloir que tu sollicites dans ta prise de poste. Ensuite, il peut y en avoir un qui est, je pense qu'on le connaît tous, que ce soit un poste opérationnel ou un poste de direction, c'est notre ennemi numéro un, c'est la gestion du temps. Alors vraiment, là, on va toucher au point le plus sensible auquel tu vas devoir faire face en tant que jeune CMO. Au préalable, ce que tu devais te faire, c'est te soucier de ton propre temps, de ta manière de gérer tes projets, faire tes roadmaps, inclure une petite marge de manœuvre histoire d'être sûr de ne pas délivrer en retard. Bref, tu vas gérer pour ta pomme. Maintenant, le problème, c'est que tu vas devoir gérer au niveau d'une équipe. Et spoiler, Moni, c'est pas aussi simple que quand tu gérais ton propre temps. Et là, pour le coup, moi, je m'y suis retrouvé confronté à avoir un backlog pas possible, un temps qui, pour le coup, est vraiment réduit et ne pas savoir par quel bout le prendre. Donc, pour pallier ce souci, nous, ce qu'on a fait dans l'équipe et ce que je fais et que je reproduis de manière systématique, c'est un fonctionnement par sprint, un sprint marketing qui va être calé un peu sur ce que peuvent faire les sprint design ou les sprint dev. En Mhm. pratique, on se réunit tous les vendredis, on fait état des tickets du backlog, on les priorise et on les affecte aux membres de la team qu'on l'expertise. Ça a un double avantage. Pour moi, le premier, c'est que ça va permettre de prendre le pouls de ton équipe de manière assez régulière. Tu vas les voir régulièrement, tu vas échanger avec eux, donc tu vas pouvoir voir les problèmes qui vont être relevés. Et l'autre point positif, c'est que tu vas permettre à tous les membres de ton équipe, le vendredi, de savoir la semaine suivante ce qui les attend. Et Ouais. ça, c'est un truc qui est hyper agréable quand tu rejoins une startup en phase de lancement. C'est qu'il y a tellement à faire. C'est que tu as beau mettre en place des process et ce que tu vas te faire torpiller à droite ou à gauche par la team produit, la team CMCM ou même par ton CEO qui veut qui est tel verbatim qui soit présent sur le site, tu vois. Ça, c'est vraiment hyper important. Structurer son boulot, affecter les bonnes tâches et piloter en conséquence. Donc finalement, si je dois résumer et te donner un conseil sur cette partie gestion du temps, finalement, en tant que Ouais. CMO, il faut vraiment que tu te positionnes comme un gardien du temps marketing. Et ce rôle que tu dois avoir au sein de ton équipe, malheureusement, il est parfois un peu difficile à prendre en main parce que tu dois gérer en plus de ça des soucis de priorisation. Et Ouais. alors, Mhm. dernier petit conseil, tu seras toujours tenté de vouloir rentrer un maximum de tâches dans tes sprints, de pouvoir déplier ton backlog le plus rapidement possible. Mais alors, je te le recommande pas. C'est très simple, ça va donner l'impression à tes équipes de toujours être sous l'eau et de jamais réussir à tenir leur délai. Et en termes de motivation au travail, c'est une catastrophe. Pour toi, c'est l'erreur la plus fréquente que tu vois en gestion du temps ou il y en a d'autres que tu vois? Les erreurs principales qu'on voit dans les gestions du temps, c'est les mauvaises priorisations ou des priorisations qui vont être faites à l'emporte-pièce ou à la hiérarchie, où tu peux te dire par exemple que la demande qui a été faite par ton CEO de voir tel verbatim sur le site va primer sur la nécessité d'écrire de cycles de mail, alors que finalement, bah, ce verbatim sur site, il va pas forcément jouer sur Hmm. ta capacité à Ouais. générer du CA, alors que ta boucle, elle va permettre de transformer mieux les leads que tu as générés. Donc, il y a déjà ce premier sujet de priorisation. Et effectivement, le deuxième, c'est moi, je fonctionne aussi avec des plans de charge, tu vois. C'est une personne, elle a 5 jours par semaine.
comment je peux faire en sorte de lui donner du travail sur ces 5 jours par semaine, mais de ne pas lui donner l'impression qu'elle va jamais réussir à le faire, quoi. Donc, Ouais. dans le pricing des tickets, c'est important d'être mieux disant que moins disant, tu vois. Si une tâche, elle te prend une demi-journée, je préfère que tu me dises qu'elle te prend, allez, 3 quarts de journée pour être sûr que ça va rentrer dans ton sprint de ta semaine, quoi. Et je fais la même chose pour ma propre gestion du temps. Ou je le fais moi-même pour ma propre gestion aussi sur les sujets perso ou les sujets pro, quoi. Nous, je te donne un exemple qui n'a rien à voir, mais on vient d'emménager dans une maison avec ma nana. Des sujets, on en a 15 000 à traiter. Ben, on s'est fait une roadmap, tu vois. Par exemple, on va traiter l'intérieur de la maison avant l'extérieur, le premier étage avant les étages supérieurs. Enfin, c'est une manière de prioriser tes chantiers qui s'applique dans ta vie pro comme perso. Donc, on a pu voir que ton ancien toit était ton pire ennemi. On a pu voir que la gestion du temps, c'était vraiment une de tes principales occupations en tant que CMO. Il y en a une autre qui, pour le coup, relève sans doute un peu plus du développement personnel, mais qui va être l'obligation de s'affirmer. Donc au départ, moi, ce que je voulais intituler, comment je voulais intituler ce conseil au départ, c'était apprendre à dire non. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Alors oui, bien sûr, Moni, je pense que tu vas t'accorder avec moi pour te dire qu'il est vital d'apprendre à dire non aux multiples sollicitations que tu vas pouvoir recevoir, que ce soit en tant que consultant ou que ce soit en tant que CMO. Cependant, en pratique, cette capacité à dire non et à la tenir dans le temps, ça va être une autre paire de manches. Et je connais un nombre incalculable de personnes qui doivent se faire une violence pour y arriver, à tel point qu'ils doivent brider leur tendance naturelle, qui est vraiment l'empathie, venir aider les autres, ce genre de Mmh. choses. Bon, spoiler, je me mets un peu dans cette catégorie, enfin je me mettais dans cette catégorie-là, mais comme quoi tout est réalisable, j'en suis sorti. Mais finalement, cette capacité à dire non, c'est pas la seule chose. Il faut aussi que tu saches porter, mettre en avant des recommandations, tes idées, tes intuitions. Il faut que tu acceptes de te faire challenger en comex. Il faut que tu restes calme. Il faut que tu confrontes les idées. Il faut que tu trouves des arguments pour réussir à convaincre la direction qu'elle fait fausse route. Tout ça, c'est pas inné. Par contre, c'est inévitable. Surtout si tu veux garder la main sur ton scope, sinon c'est vite fait. Dans le marketing, tu le sais aussi bien que moi, tout le monde a son avis. Donc, si tu n'es pas pertinent et si tu ne sais pas t'affirmer, c'est le meilleur moyen de perdre le lead sur ton scope. Ouais, assertivité, quoi. Clairement, assertivité. Et mon troisième conseil sur ce point-là, c'est dire non, c'est bien, c'est important dans ton rôle, mais il ne faut pas que tu le fasses de manière systématique. Il faut toujours que tu apportes une justification au non que tu vas donner à ton équipe. Il deviendra opposable et compréhensible par ton interlocuteur uniquement s'il est justifié par un élément objectif. Et là, je vais recouper avec le conseil précédent. Et le sprint, il a ce site salvateur qui va te permettre d'opposer ce sprint à la personne qui va te demander quelque chose et toi qui vas lui dire non. Tu vas lui dire voilà, j'ai un sprint, je ne peux pas traiter ta demande parce que j'ai un plan de charge qui fait que je n'ai personne pour le traiter. Alors, dans l'immédiat, ton besoin, je sais qu'il existe, je ne peux pas le traiter tout de suite, t'inquiète pas, je vais te le mettre sur Asana ou sur Trello et on le mettra dans le backlog quand on aura de la disponibilité en temps homme dans l'équipe. Hyper important, s'affirmer, dire non, sinon tu te fais marcher sur les pieds et c'est terminé pour toi. Tu n'as plus ce rôle de lead dans ton équipe, auprès de ton équipe, mais aussi auprès de toute la boîte et de la direction. Ouais. Donc affirme-toi et dis non, hyper important. Ok, ouais, c'est ça. Bon conseil. Tu vas avoir également un autre sujet qui peut aller de pair avec cette capacité à dire non, qui va être ta capacité à décider. Ta capacité à décider, elle est hyper importante. Dans ton précédent poste, qui était un poste opérationnel, finalement, c'était une belle époque. Tu déléguais la prise de décision à ton supérieur, sauf que maintenant, c'est plus possible. Il n'y a plus de supérieur auprès duquel tu vas pouvoir déléguer cette prise de décision. C'est à toi qui revient de décider. Et les sujets, ils sont hyper variés. De la strat, du budget, des RH, des process, du contenu, je sais pas ce que tu vas avoir d'autre, du site. Bref, il y a énormément d'éléments qui vont rentrer dans ton scope et ça peut vite glisser dans une situation où tu ne prends jamais de décision. Et ça, c'est vraiment la situation dans laquelle il ne faut surtout pas se retrouver. Je te donne des exemples, mais ce qui peut se passer dans ta tête. Et si je me trompais? Et si les résultats que j'attendais ne sont pas à niveau? Et si en fait c'était Michel qui avait raison et pas moi? Et si en fait Nicole elle va se braquer parce que j'ai pas choisi sa décision?
Ah, mais en fait, si je repensais toute ma strat, histoire d'être sûr que je faisais pas d'erreur. Et si, et si, et si. Et tu vas continuer à te trouver des excuses pour ne pas prendre de décision. Tu vas tourner le problème en permanence dans ta tête et finalement, tu vas rester statique. Ce qui, tu l'admettras, n'est absolument pas envisageable pour un CMO. Donc, mon quatrième conseil, surtout à ceux qui un jour seront confrontés à cette situation, gardez en tête qu'on vous reprochera jamais d'avoir essayé et raté. En revanche, on vous reprochera de ne pas avoir essayé. Toujours. Vraiment, l'inaction dans une équipe, c'est la bête noire. Donc, teste, décide, fais des erreurs, peu importe, c'est pas grave. Dans tous les cas, relativise. La plupart des décisions que tu vas prendre, elles sont pas irréversibles. Ça t'empêchera pas à un moment ou un autre de la revoir à l'aune des premiers résultats que tu vas avoir. Et cette capacité, et ça me permet d'avoir une très belle porte d'entrée pour le prochain conseil, cette capacité à apprendre à décider, elle est également liée à une autre qui est celle d'accepter de commettre des erreurs. Vraiment, des erreurs, tu en as commises, tu continueras d'en commettre, que ce soit ta vie perso ou ta vie pro. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Et j'imagine que t'en as déjà commises aussi, Moni, non? Ouais. Ouais, tous les jours. Ouais. Ouais, bah, ouais. Moi, je dirais pas tous les jours. J'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied, mais j'en ai déjà commis et régulièrement. C'est pas grave de commettre des erreurs. Ok, ça va être un peu difficile à soutenir si tu reproduis de manière systématique la même erreur. Il y a un problème et il faut vraiment que tu fasses ton introspection pour comprendre ce qui est le problème de fond. Et mais vraiment, tu vas continuer à en commettre. Et c'est pas parce que tu fais un switch d'opérationnel à CMO que tu vas devenir imperméable à l'erreur. C'est pas possible. T'es pas un surhomme. Donc finalement, et là pour le coup, c'est vraiment mon expérience perso. Quand j'ai pris mon premier poste de direction, je suis rentré dans un mindset où vraiment je ne m'autorisais pas l'erreur. C'est des petites phrases qui traversent l'esprit, mais tu as des gens qui vont compter sur toi. Tu peux pas commettre d'erreur. Si tu fais une connerie, l'impact business, il est tellement fort que tu peux pas la faire. Ou c'est toute la crédibilité de ton service qui va être impactée si tu fais une erreur. Finalement, toutes ces considérations qui vont te passer à travers la tête, finalement, c'est des choses qu'il faut que tu sortes complètement. Si je peux te donner un conseil, moi, je me les suis infligées. Ne te les inflige pas. Devine quoi? J'ai fait des erreurs. Devine quoi? Est-ce que les gens m'en ont voulu? Personne m'en a voulu. Est-ce que la boîte est morte? Non, la boîte est pas morte. Est-ce que finalement le marketing est passé pour un service qui était mauvais? Non, finalement le service marketing s'est passé pour un service qui prenait des risques, qui en plus de ça les assumait et qui en plus de ça derrière mettait en place des process ou des frameworks qui permettaient de ne plus jamais les reproduire par la suite. Donc au final, j'ai envie de le dire, commettre une erreur c'est une bonne chose. J'ai envie de le dire. Commets des erreurs, comme ça tu apprendras des raisons pour lesquelles tu les as commises et après ça ne se présentera plus à toi. Et finalement, un tout petit conseil qui va te permettre de relativiser, de prendre de la hauteur. Moi, tout s'est débloqué quand j'ai transposé ce que je vivais à un membre de mon équipe. Comment j'aurais réagi si mon expert en génération de trafic ou en réseaux sociaux avait commis une erreur? Bah, finalement, on aurait balayé ensemble les motifs. J'aurais considéré qu'il a toute l'attitude à avoir le droit à l'erreur. On aurait mis en place des garde-fous pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et on en serait sorti grandi, lui, moi et l'équipe. Donc, vraiment des erreurs. Je vais pas t'inciter à en commettre, ce serait débile. Mais si t'en commets, te mets pas la rate au courbouillon, ça se passera bien et les conséquences seront pas telles que ça va remettre en considération toute la légitimité que t'as pu créer au sein de ta boîte ou même toute l'estime que t'as en tes compétences. Maintenant, je te propose qu'on aille sur quelque chose d'un peu plus pratique et qui pour le coup, je pense, est un peu plus connu de ton auditoire. À tel point que je pense que je vais frôler la palissade en te disant qu'il est quasiment impossible d'être expert de tous les sujets marketing que tu vas appréhender. Acquisition, tracking, attribution, user research, scrap, réseaux sociaux, management. Ouais, je m'arrête là parce que ça fait vraiment inventaire à l'après-vert. Mais vraiment, Moni, est-ce que tu connais quelqu'un qui est expert de tous ces sujets-là? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Et le problème, c'est que dans la tête d'un recruteur ou d'un CEO, c'est qu'il va voir son CMO comme un expert de tous ces sujets. Mais en fait, non. Toi, tu vas devoir, excusez-moi l'expression, mais tu vas devoir le mindfucker. Tu vas devoir lui expliquer que non, en tant que CMO, tu as accepté que tu n'étais pas expert, mais généraliste,
et que cette expertise dont tu as besoin, tu vas devoir aller la chercher ailleurs. Et là, attention, c'est dur, l'expertise, elle a un prix. Elle a un prix. Un expert en trafic, ça a un prix. Un expert, un senior en réseaux sociaux, donc tu vas plus chercher un community manager, mais un social media manager. Ça va avoir un prix aussi. Un brand manager qui va avoir, je sais pas, un beau Rex à te présenter, ça a un prix. Bref, désolé de te le dire, mais le jour où tu vas vouloir construire ton équipe, il va falloir que tu justifies auprès de ta direction un certain budget que tu vas mettre sur ta masse salariale qui représente ton équipe. Donc, moi, je vais te donner là pour le coup un truc que j'ai trouvé assez fort dans ma précédente expérience. Moni, est-ce que tu trouverais surprenant que dans une équipe marketing, la personne la mieux payée soit pas le CMO? Bah, ouais, bah j'avoue que oui, ça me surprend, ouais. C'est hyper surprenant, c'est absolument pas didactique. Tu as tendance à voir ton équipe marketing comme une Ouais. espèce de pyramide. Donc Mm. une pyramide des responsabilités, mais aussi une pyramide des rétributions qui vont avec celle-ci. Je te donne vraiment l'exemple de ma précédente expérience. Moi, j'avais bossé avec un consultant en acquisition, en gestion de trafic, et on avait pu construire pas mal de recs sur nos actions d'acquisition. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, c'est quand même, désolé pour la vulgarité, mais c'est quand même le cœur du réacteur, mon acquisition en année 1 sur un lancement de produit. Donc finalement, j'ai tout intérêt à l'internaliser pour pouvoir avoir une personne, un ETP plein sur ce sujet, être derrière elle, pouvoir lui apporter des gros insights pour qu'elle puisse avoir des bonnes campagnes d'acquisition. Bref, je veux une personne qui fait du trafic dans mon équipe. Évidemment, tu vas chercher une personne qui a déjà été confrontée aux problématiques que tu gères. Tu vas vouloir qu'elle te présente un track record. Tu vas venir la challenger sur des points qui sont hyper techniques. Bref, tu vas t'orienter sur un profil senior qui coûte cher. Et là, tu vas te retrouver, quand tu vas commencer à voir les prétentions salariales des CV que tu vas recevoir, tu vas avoir deux choix. Le premier, qui est vraiment, c'est enfantin et les terminologies que je vais utiliser sont vraiment, permettent de traduire ce caractère enfantin. Tu vas te braquer, tu vas chouiner auprès de ta direction. C'est un scandale qu'un N-1 soit mieux payé qu'un N+1. Et puis au final, ton salaire, avant ce recrutement, tu n'avais aucun problème avec lui. Mais là, maintenant, ça va devenir une bête noire, il va perdre toute sa saveur. Et c'est incroyable, je l'ai vu dans certaines équipes où tu vas avoir des dirigeants qui vont aller chialer auprès de la direction parce ils considèrent ne plus être assez payés parce que des experts le sont en dessous d'eux. Bref, deuxième solution, tu vas prendre du recul, tu vas comprendre finalement que certes elle est mieux payée que toi, mais que c'est un investissement qui va servir à toute l'équipe et qui va permettre à ton équipe de rayonner parce qu'elle va permettre de présenter de meilleurs résultats auprès de ta direction. Mm. Et finalement, le temps que toi, en tant que CMO, tu utilisais pour, je sais pas, challenger ton consultant, agréger des datas pour avoir des rapports consolidés, ce genre de choses, là, finalement, tu vas le déléguer à quelqu'un de ton équipe. Et au final, le temps qui était cannibalisé par ça, toi, tu le récupères en tant que CMO et tu vas pouvoir prendre de la hauteur. Je sais pas, poser des process, bosser sur un plan de formation de tes équipes, ce genre de choses. Donc, et finalement, moi, quand ça s'est présenté, ça a été une énorme fierté de me dire que les expertises au sein de l'équipe étaient vraiment rémunérées à leur juste valeur, sans prendre en compte le palier qu'aurait pu représenter ma rémunération, tu vois. Mm. Donc, vraiment, conseil, si tu as besoin d'expertise dans ton équipe en tant que CMO, ne lésine pas, ça a un coût. Certes, c'est cher, mais tu le rattraperas plus tard. Ouais, mais du coup, je vais dire, ok, donc ok, recruter un expert qui sera peut-être plus payé que toi, mais comment tu fais pour distinguer le vrai expert, entre guillemets, du faux expert, qui arrive bien à se vendre, mais qui, Ouais. in fine, n'a pas forcément les compétences, quoi. Et ça c'est une super bonne question parce que quand tu arrives dans des domaines d'expertise comme par exemple l'acquisition et puis tu vas partir sur les classiques, je sais pas, le SEA, on a tous une connaissance assez large du SEA, tu vois. Mais quand on va rentrer dans des éléments de détail, dans des manières de faire des itérations pour comprendre ce qui marche et diminuer la dépense ou augmenter les performances, ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Là, pour le coup, t'es pas assez expert en entretien. Donc, finalement, tu prends le risque de te faire bullshiter, mais royal, par une personne qui, elle, maîtrise mieux que toi, mais maîtrise pas non plus exceptionnellement. Là, pour le coup, moi, j'ai vraiment un framework que j'utilise. C'est pas vraiment un framework, mais une méthodologie que j'utilise de manière systématique. C'est d'être accompagné par un expert. Donc, je reprends le cas de l'acquisition. Je bossais avec un consultant.
Ce consultant-là, au moment où je lui ai dit, voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, c'est du super bon boulot, aujourd'hui on veut internaliser la ressource, mais j'ai encore besoin de toi, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'accompagner dans cette passation qu'on va réaliser, à commencer par la première passation, qui est celle du lead de ce sujet-là, donc la personne que je vais recruter. Alors, il m'a accompagné à des moments précis du recrutement. Il n'était pas ni dans la sélection des CV, ni dans l'envoi à la fin du courrier pour dire youpi, on t'a retenu. En revanche, il m'accompagnait dans la structuration du cas pratique et dans la restitution du cas pratique. Alors, évidemment, tu vas me dire, Moni, mais ça a un coût d'être accompagné, surtout si tu reproduis de manière systématique cette méthodologie sur toutes les expertises de ton équipe. Et je te répondrai, oui, Moni, tu as raison, ça a un coût. Mais maintenant, je te dirais, mets ce coût en face d'un autre coût qu'aurait pu être celui d'un mauvais recrutement. Que ce soit l'investissement temps, ouais, c'est dingue. Mais recruter, avant que tu le fasses, et avant que tu le fasses sur une grosse volumétrie pour construire une équipe, tu te rends pas compte avec du temps que ça prend, quoi. Recevoir des CV qui ont absolument rien à voir avec ce que tu recherches, les mecs qui vont venir, je dis les mecs, hein, mais les nanas comme les mecs, qui vont venir en DM sur ton LinkedIn directement pour discuter avec toi. Il y a plein de trucs qui vont cannibaliser ton temps. De la même manière, tu vas avoir le déroulé de tes entretiens. Tu vas avoir un mec qui va bien réussir le premier entretien. À la restitution du cas pratique, tu vas te rendre compte en 2 secondes qu'il t'a bullshité. Et enfin, une fois que tu auras intégré quelqu'un dans ton équipe, tu vas avoir le temps pour le faire monter en compétence sur ton marché et sur tes méthodologies. Donc tout le temps d'onboarding aussi. Et puis, bien sûr, dans certains sujets, tu vas avoir besoin d'un cabinet de recrutement. Donc finalement, quand tu mets bout à bout tous ces coûts-là, finalement, tu peux, dans l'arbitrage coût, mieux vaut avoir un expert qui t'accompagne dans les recrutements que de faire un mauvais recrutement et de devoir recommencer quelques mois plus tard. Tu as d'ailleurs des boîtes qui sont positionnées sur ce sujet-là. Je ne sais pas si tu les connais, mais tu as une boîte qui s'appelle Avisio, dont un des rôles, c'est de te mettre à disposition des experts dans les domaines pour pouvoir challenger des candidats pendant les entretiens. Finalement, c'est juste la transposition de cette boîte que j'ai appliquée au réseau de consultants que j'ai dans ma besace. Super smart. Je ne sais pas si c'est super smart, mais en tout état de cause, je sais que ça m'a permis de construire une équipe avec de réelles expertises et pas avec des expertises. Voilà. Ouais, people. Voilà, exactement. Et une fois que tu as réussi à construire ton équipe, une chose qui va être très importante en tant que CMO, c'est de réussir à la valoriser au quotidien. Je reviens à cette tendance qu'on peut avoir les premières fois à faire des conneries quand on prend un poste de direction au sein d'une équipe marketing. Il y en a un qu'il faut absolument pas que tu reproduises en tant que futur CMO, c'est de t'attribuer les idées, les actions ou les résultats qui ont été réalisés ou obtenus par un mode de ton équipe. Je vais même aller plus loin, tu tires plus loin le fil, mais même quand tu bosses avec un prestat, jamais de la vie je vais m'accaparer les méthodos ou les bonnes pratiques qu'il a réussi à mettre en œuvre pour atteindre des résultats. Alors, ça peut te paraître évident, Moni, et ça peut paraître évident pour les personnes qui vont nous écouter. Et d'ailleurs, coucou l'éducation, je considère que c'est quand même une des bases de rendre à César ce qui appartient à César. Mais je l'ai vu en pratique, et dans certaines équipes, les conséquences, elles sont dramatiques. Tu vas avoir une perte de confiance envers le manager, tu vas avoir un désinvestissement du salarié, une décrédibilisation du manager auprès des équipes opérationnelles. C'est l'enfer. Et un de tes objectifs, toi, en tant que CMO, c'est pas d'être aimé, et ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est au moins d'être respecté par tes équipes. Et si tu commets cette erreur, vraiment, c'est du doigt mouillé. Mais tu as 95% de chances de ne pas être respecté par tes équipes, quoi. Et là, pour le coup, je pense qu'il faut reprendre ce que doit être le rôle d'un CMO, même si je l'ai dit un peu plus tôt, je vais insister sur ce point. Mais ta force en tant que CMO, c'est ton équipe. Si tu crois que c'est toi, si tu crois que c'est ton budget, ta direction, ou je sais pas quoi encore, tu fais fausse route. Ta force, ça va être les 3, 5, 10 personnes qui vont tout donner au sein de ton équipe pour faire rayonner ton service et apporter des meilleurs résultats. Il faut que tu trouves un moyen, peu importe lequel, pour mettre en avant les gens de ton équipe qui ont eu ces résultats. Laisse-les présenter, laisse-les prendre le lead en daily,
défonce-toi pour que leur REM soit à niveau de marché. Bref, fais ce que tu veux, mais valorise-les en tant qu'acteur de réussite. Tu vas me dire, mais pourquoi? Bah, outre le fait que tout le monde aime récolter les fruits de ses efforts, tu vas bénéficier d'un double avantage. Le premier, c'est la reconnaissance et la confiance de tes équipes. Et si on suit toutes les études de neurosciences et de management, finalement, c'est un accélérateur de performance au sein des équipes. Le deuxième bénéfice que tu vas en tirer, c'est finalement la validation auprès de ta direction que tu es bien dans ton rôle. Parce que finalement, ton rôle, encore une fois, c'est pas d'être expert de chacune des verticales, c'est de donner la place aux experts de ton équipe pour prendre les bonnes directions, et toi, en tant que CMO, de les intégrer, de les challenger et potentiellement de les suivre. Voilà. Alors, encore une fois, vraiment, ça peut paraître débile pour les gens pour lesquels ce serait très inné ou ça découlerait de l'éducation qu'ils ont reçue, mais je te rappelle que tu vas découvrir un nouveau poste et que sous le coup du stress, sous le coup de ta roadmap qui a un nombre de tâches ou de ton backlog qui est incroyablement profond, potentiellement tu peux glisser et commettre une erreur qui est vraiment, à mon sens, une erreur de gros débutant. On a brassé des sujets vraiment un peu développement personnel, un peu construction d'équipe, mise en avant de l'équipe. Maintenant, je voudrais aborder des sujets qui vont sans doute un peu plus et un peu mieux parler à des jeunes CMO qui vont rejoindre des boîtes qui lancent un produit, ce qui était le cas pour moi. Voilà, en année 1, toi, en tant que jeune CMO, tu vas avoir une grosse difficulté qui va être de faire la différence entre ce qui est le produit au moment du lancement et la vision produit que les fondateurs ont. Exemple de ma situation perso. Moi, je bossais pour une néobanque en direction des indépendants. Donc, tout ce qui est, je te donne ton exemple, mais Moni, j'imagine que tu es pas forcément dans une banque traditionnelle, mais tu peux être chez un acteur comme Blanc, Conto ou Shine, non? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Je suis content, ouais. Bon, voilà, t'es chez Conto, c'est très bonne boîte. Vraiment, nous, on avait sur ce marché, on a des concurrents qui étaient très bons. Forcé de le constater. Donc, j'arrive sur le marché et on se présente en tant qu'outil tout en un en direction des indépendants. Donc, on va avoir une partie bancaire assez classique qui va regrouper un compte, une carte, des virements, des prélèvements, du paiement. Et à côté de ça, une partie qui va être de la gestion, où tu vas trouver de la facturation, de la classification des dépenses, de la relance client, du téléversement URSSAF, par exemple, quand tu dois payer tes cotises. Et le MVP, ça va pas être la bonne terminologie, mais le minimum nécessaire pour pouvoir lancer un produit sur ce marché-là, c'est la partie bancaire. Et tu auras complètement raison. Mais vraiment, tu auras complètement raison, c'est le socle. Maintenant, toi, en tant que CMO, comment tu vas réussir à prendre de la hauteur, à construire ton argumentaire marketing? Est-ce que tu vas dire ce que tu es au moment du lancement, quitte à perdre un avantage concurrentiel qui est majeur versus le marché dans lequel tu évolues, ou est-ce que tu vas te présenter comme la vision de ce que tu veux être, donc un outil tout en un, et indiquer sur toutes tes landings, sur la feature ABCD, bientôt disponible, bientôt disponible. Bref, donc tu as deux choix. Dans les deux cas, des conséquences, tu vas en avoir. Je pense que tu les devines, mais la première, ça va être un trafic beaucoup plus faible. Et dans le deuxième cas, ça va être une transfo qui va être amoindrie parce que le prospect qui va venir visiter, qui va s'attendre à voir que ton produit il est tout en un, quand il va voir bientôt disponible ou disponible T3 2021, bah, il va se dire, OK, bon, je vais peut-être pas le faire, quoi, tu vois. Ouais. Alors, ceux qui vont se dire, OK, je me présente comme la vision produit, comme ce que je veux être pour semer la petite graine dans la tête de mes utilisateurs. Ben, ça se tient, c'est une logique qui se tient. Tu vas te dire, OK, je vais construire des audiences et je vais pouvoir les retargeter quand mon produit sera suffisamment mature pour les intéresser. Et puis, tu vas avoir le deuxième cas qui va te dire, OK, ben, finalement, la manière que j'avais de lisser mon budget acquisition, en envoyant beaucoup au tout départ, ben, finalement, je vais peut-être le repondérer et me dire, OK, je vais y aller un peu fort au début pour faire de l'awareness. Par contre, je vais peut-être limiter mes budgets, attendre que mes killer features sortent pour avoir une réserve de budget et envoyer du lourd à ce moment-là. C'est aussi une stratégie et pour ma part, c'est celle que moi, j'ai décidé de mettre en œuvre parce que finalement, quand tu vas chercher un compte professionnel, t'as déjà, quand tu prends le user de journée, tu as déjà pas mal de choses qui se sont passées, quoi. Il a fait toutes ses recherches, il a décidé d'être indépendant, il a décidé la structure d'entreprise vers laquelle il se dirigeait. Finalement, le compte professionnel, ça arrive en bout de bailleur de journée, quoi. Donc, le besoin qu'il a, c'est pas un besoin long terme, c'est un besoin court terme. Donc,
finalement, te dire, OK, je construis des audiences, ouais, c'est une chose, c'est bien. Dans la théorie, c'est bien. En pratique, je pense que c'était pas la bonne solution parce que ça aurait été difficile de faire churner un gars alors qu'il avait déjà eu son compte professionnel et qu'il en était satisfait. Et que son besoin, il Hmm. était pour maintenant, il n'était pas dans 3 mois. Donc, pour conclure sur cette histoire de produit et vision produit, finalement, ton rôle en tant que CMO, si la team produit ne l'a pas déjà fait, ça va être de vraiment réussir à séparer ce qui va être des features qui relèvent du réalisable de celles qui sont finalement plus dans le développement de ton produit qui arrivera, je sais pas, sur l'année 1, mais année 1 après ton lancement, quoi. Pas année 1 au moment où tu en es à réfléchir à ton produit. Donc, une chose qui est certaine, c'est toi, en tant que CMO, tu vas avoir besoin de roadmap produit. Tu le Ouais. sais comme moi, les roadmaps, c'est comme les BP finalement, c'est fait pour être démenti, tu vois. Mais il te faut une roadmap parce qu'il faut que tu cales ton argumentaire marketing, il faut que tu puisses définir les temps forts dans ton année marketing. Si tu as une killer feature qui sort au mois de juin, généralement, les gars du produit, ils vont te dire non, mais c'est pas compliqué, ils te le disent 3 semaines avant. Sauf que toi, tu as besoin de temps, tu vois. Je sais pas, tu vas vouloir mobiliser des influenceurs pour mettre en avant ton produit. Tu vas vouloir mettre à niveau toutes tes campagnes display. Et Dieu sait qu'il y a un nombre incalculable de variables à mettre en œuvre. Tu vas vouloir revoir ton SEA ou tes Facebook Ads, sauf que tu as une période d'apprentissage. Donc, bref, il y a plein de sujets que le produit, plein de contraintes auxquelles le produit n'est pas vraiment conscient, que toi, tu connais. Hmm. Donc, au final, tu peux pas te satisfaire d'une roadmap qu'on te balance 3 semaines en avance. Tu n'auras pas le temps de t'organiser. Et Ouais, bien sûr. surtout, t'auras pas le droit de dire à ta direction, mais c'est à cause du produit, ils m'ont donné la roadmap 3 semaines en avant, j'ai besoin de plus de temps. Non, non, Coco, ça tu l'anticipes et tu préviens la team produit. Voilà. Et Ouais. en tout état de cause, vraiment, des sujets, j'en avais plein à te donner. Pareil, rester en veille en permanence, avoir des bonnes sources pour être à niveau, c'est hyper Hmm. important en tant que CMO, quoi. Bref, j'en ai plein la besace, on pourra se revoir un de ces quatre si tu veux, Molly. Pour un autre épisode, carrément. Exactement. T'as pas quelques hacks à partager? Si, je vais en avoir je vais en avoir des sympas. Le CMO, enfin, quand j'ai pris mon poste de CMO, j'avais jamais fait de relations publiques de ma vie. Alors j'avais discuté, j'avais un peu donné des insights pour aider mon attaché presse à comprendre les médias sur lesquels se positionner dans mes précédents boulots, mais j'avais vraiment jamais construit avec l'attaché presse une base de journalistes, avec bien verticalisé en fonction des typologies de médias, bref. Et c'est là où j'ai découvert ce qu'on appelait les journalistes influents. Je connaissais pas, mais au sein des journalistes, tu vas trouver certaines personnes qui vont avoir une aura très particulière auprès de leur audience, donc auprès des gens qui sont intéressés par des néobanques pour les indépendants par exemple, mais aussi une aura très importante auprès des journalistes parce qu'ils sont, c'est un peu les pontes, les maîtres impensés de leur domaine. Et Hmm. nous, pour le coup, quand on a lancé le produit, on s'est dit, on peut faire un truc tout bébête, un communiqué de presse qu'on va leur adresser. On va envoyer des relances, on va les appeler, bref, le boulot classique d'un attaché de presse. Et là, on a mis en place un petit hack, c'est que on a décidé de faire un courrier physique qu'on adressait aux journalistes, qui était une grosse box dans laquelle, quand ils l'ouvraient, elle était très belle, hein, la box. Bon choix du papier, belle impression, belle typographie, machin, c'était très classe, quoi. Noir et blanc, hyper premium. Tu ouvrais la boîte, dedans, tu avais un petit message personnalisé en dessous pour le journaliste. Et en dessous, tu avais, dans une petite mousse découpée à la bonne taille, un carnet, un stylo, une clé USB, un livret, un kit presse qui expliquait l'angle, qui expliquait toute la méthodologie qu'on avait mise en œuvre pour créer le produit. Bref, un vrai beau contenu qui Hmm. permettait, si tu veux, aux journalistes, enfin, qui nous permettait, nous, d'orienter le journaliste dans la direction qu'on voulait, si tu veux. Ouais. Carton plein, au lieu de dire, je sais pas, le Crédit Agricole lance une nouvelle néobanque. Finalement, ce que la presse a retenu, c'est la néobanque Blanc à son premier client, découvrait son premier client. Ce qui était hyper puissant parce que c'était finalement prendre le contre-pied de tout ce que faisaient les néobanques à l'époque, qui était youpi, on a notre millième client, noupi, on a notre 10 millième client, et tout le monde avait une certaine ego à augmenter sa masse d'utilisateurs. Nous, on s'est dit non, nous, on est hyper fiers d'avoir notre premier client, et puis on va le mettre en avant. Voilà. Hmm. Ça, vraiment, soignez la relation que vous avez avec les journalistes, et même si ça a un coût,
n'hésitez pas à envoyer des choses par courrier postal qui sont impactants et qui vont faire en sorte que le journaliste va choisir votre news plutôt qu'une autre. Hmm. Ils sont sollicités comme pas deux, donc faut les aider à prendre la décision, ces Ouais. journalistes. Et puis un deuxième petit hack, pour le coup, sur la partie plutôt acquisition. On connaît tous la réputation de LinkedIn pour avoir des CP, c'est quoi? C'est des CPC, des CPM hyper élevés. Ouais. Euh, Nous, ce qu'on voulait, on avait créé une petite vidéo dans laquelle on avait vraiment verticalisé. Ce qui est cool, par contre, je saute du coq à l'âne, hein, désolé. Et ce qui est cool sur LinkedIn, quand tu adresses une cible B2B, c'est que tu as une capacité à avoir un ciblage qui est hyper intéressant. Donc là, Hmm. pour le coup, moi, je voulais tous les mecs qui étaient, je sais pas, graphistes indépendants. LinkedIn, c'était royal pour faire mes ciblages. Ouais. Bon, contrepartie, c'est très cher. On voulait diffuser une vidéo sur le réseau qui était, on en avait une pour les indépendants artisans, une pour les indépendants qui étaient plus col blanc, donc on va dire graphiste, responsable acquisition, bref, tous les boulots qu'on peut trouver en tant qu'indépendant sur le marketing et le business. Et au lieu, si tu veux, qu'ils cliquent sur la vidéo dans LinkedIn et que super, ça me fait une vue de vidéo, mais qu'est-ce que ça m'apporte? On avait fait une capture écran et on avait donné l'impression aux users de LinkedIn que c'était une vidéo pour qu'ils cliquent dessus. Et quand ils cliquaient dessus, ils étaient redirigés sur une landing page. Boum, on posait nos cookies. Boum, on retargetait sur Facebook où c'était moins cher. Tu vois, c'est débile, mais Malin, ouais. les contraintes des plateformes, finalement, tu peux les tourner dans certains sens et faire en sorte que ce soit des forces pour aller les retargeter sur d'autres réseaux. Ça, c'est un petit hack sympa pour ceux qui font du LinkedIn. Bon, Benjamin, du coup, pour clôturer l'interview, je vais te poser des Yes. questions rapides. Ouais, Est-ce qu'il y a un marketeur ou des ressources, des events que tu conseilles de suivre pour tes collègues? bien sûr. Moi, il y en a un en ce moment qui s'appelle Shubham Sharma, que je trouve incroyable sur toute la partie no-code, où Mhm. il a réussi, moi, à m'évangéliser sur des outils comme Figma, Webflow, Aircall, Lemlist, tous ces sujets un peu qui d'ordinaire sont plus rattachés à la grosse qu'au marketing. Mhm. Vraiment, il a cette capacité à vulgariser, à avoir une approche vraiment marketing qui est pain point, avantage et comment le mettre en œuvre. J'adore ce mec, vraiment respect pour ce qu'il propose. Après, si on prend un peu de hauteur sur des sources qui sont un peu plus théoriques, je vais avoir évidemment Sean Ellis pour tout son boulot sur le product market fit, qui moi m'a été hyper important au moment d'un lancement de produit, et puis hyper important sur toute la partie croissance, les loops et tout le tralala, tout le monde connaît. Mhm. Après, je vais avoir des sources podcast un peu plus, je vais dire un peu plus classiques si tu suis le marketing et l'acquisition, mais Théo de Kudak, qui t'a d'autre? Tu vas avoir Ben East, tu vas avoir, ouais, voilà, il y en a plein des comme ça. Euh, Mhm. Ok. Yann Leonardi, bref, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Après, Ok. moi, je suis très fan de. J'ai un côté créa qui est assez poussé, donc je suis très fan de Dribble, de Awards, de Adlix, même de Product Hunt, tu vois, pour se tenir au courant de toutes les petites solutions qu'on peut trouver pour automatiser certains points d'activité du marketing. Et puis des Mhm. podcasts, Grossmakers, Je peux pas, j'ai business, Gross Up Podcast, ce genre de choses. Voilà. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y a un livre que tu adores? Alors oui, j'ai des livres que j'adore, mais qui pour le coup sont pas des livres de boulot. Donc ça va être un bien grand mot de t'en trouver un que j'adore. Il y en a un qui m'a été Ok. hyper utile et qui m'a permis de prendre beaucoup de hauteur sur les méthodologies de travail. C'est le livre des décisions. Euh, Avec plein de petits frameworks débiles, mais la matrice d'Eisenhower qui va te permettre de prioriser, de déléguer. Euh, la manière de gérer des réunions, comment faire en sorte de maximiser ton temps, comment prendre des décisions, Mhm. bref, tous ces petits trucs qui sont en plus de ça hyper importants quand tu prends un poste de CMO, lui, il a répondu à mes questions. Mhm. Et puis, Ok. évidemment, Hacking Gross de Sean Ellis, qui est un peu ma table de chevet de mon bureau et pas de mon lit. Voilà. Ok. Wow. Benjamin, franchement, merci beaucoup de ta générosité, euh, tous ces partages. Franchement, c'était super intéressant. Euh, Est-ce que tu pourrais dire à l'audience où est-ce qu'elle peut se connecter à toi?
Yes, alors vraiment merci à toi pour l'invitation. Euh, Pourquoi? Parce que moi, ça m'a permis, si tu veux, de remettre en perspective l'année que j'ai vécue et sur laquelle je me suis fait beaucoup violence. Donc vraiment, c'est cool. Et je me rends compte, même moi, ça m'a servi beaucoup de reposer tout ça par écrit parce que c'est hyper facile de les oublier, tu vois. Même si tu l'as déjà vécu une fois, et c'est vraiment les limites, c'est des mantras qu'il faut s'appliquer. Bref, merci à toi, Moni, pour le coup. Et la deuxième question, excuse-moi, je l'ai oublié. Oui, alors comment ça se passe si les gens veulent se connecter à toi en Ouais, ouais. fait? Bah écoute, j'ai envie de te dire LinkedIn hein, assez facilement avec mon prénom et mon nom. Donc moi je suis Ok, Benjamin de Cazenave. ok. Et puis là je suis dans mon travail de boulot sur la création de mon site internet. Donc bientôt ça risque d'être un truc comme benjamindecazenave.com, je pense, tu vois, sans grande Ok. Bon, de surprise. toute façon, le lien sera dans la description du podcast. Yes. Bon bah Benjamin, merci beaucoup, à bientôt. Salut, merci encore.